La police de la pensée contre le révisionnisme. Conclusion et annexe 1. Du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Guessot. Par Éric Delcroix, avocat au barreau de Paris. Conclusion. Apparemment incapables de fournir des preuves historiques et scientifiques à l'appui de leur thèse, P. Vidal-Naquet, S. Klarsfeld, F. B. Derrida et le grand rabbin René Samuel Sira ont, en 1986, préconisé la création d'une loi interdisant de contester l'existence, au temps du III Reich, d'une politique d'extermination des Juifs, de chambres à gaz homicides et de 6 millions de victimes juives. Ils ont obtenu satisfaction, en 1990, avec le vote, par les socialistes et les communistes, de la loi Fabius-Guessot. Depuis cette époque, les hypocrites protestations de P. Vidal-Naquet et de F. B. Derrida contre cette loi n'ont pu dissimuler l'embarras des intéressés, tout de même un peu gênés d'en avoir appelé aux juges et aux gendarmes pour fixer la vérité historique, pour châtier les contestataires de la version, désormais officielle, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et, somme toute, pour avoir déterminé une vulgate et défini une hérésie. La loi Fabius-Guessot constitue une monstruosité dans son fondement, dans sa rédaction et dans son application. Elle est essentiellement fondée sur le jugement prononcé en 1946 par un groupe de personnes affublées du titre de juge du tribunal militaire international de Nuremberg. Les dites personnes, choisies par les vainqueurs et dotées d'un statut leur accordant en fait des prérogatives illimitées, ont permis aux vainqueurs de juger les vaincus. Ce tribunal de circonstance a envoyé à la potence ou en prison des responsables du camp des vaincus, sans avoir pu prouver un seul instant que les vaincus avaient commis plus de crimes contre la paix, plus de crimes de guerre ou plus de crimes contre l'humanité que leurs vainqueurs. Juger, c'est peser et comparer. Les juges de Nuremberg ne comparèrent pas. Et même ils interdirent toute comparaison, à une exception près qui fit beaucoup parler d'elle, voici dessous, p. 106, note 20. Dans les annales du prétendu droit international et de l'histoire, le procès de Nuremberg se révéla une telle mascarade judiciaire que plus jamais par la suite, et cela en dépit de quelques tentatives, on ne vit se conclure de tels procès. Le procès de Tokyo, où les Japonais furent jugés notamment par les États responsables des holocaustes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ne fut qu'un succédané du procès de Nuremberg. La loi Fabius-Guessot bafoue les principes les plus constants du droit tels celui de la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires et celui de la nécessaire publicité des lois. L'indépendance du juge n'est plus garantie. Le juge est même dépouillé de sa raison d'être. Dans son application, cette loi conduit les juges à se mettre au service de la police de la pensée, à abandonner l'interprétation stricte des textes, à pratiquer l'arbitraire, à laisser la politique pénétrer dans le prétoire, à sanctionner le délit d'opinion, à se transformer en historien, à servir une croyance de nature sacrée. Tout cela fait reculer le droit et affaiblit l'histoire. Jacques Toubon. Des recours sont possibles contre cette loi, notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui, même si elle prévoit une série d'exceptions au droit à la liberté d'expression, n'est tout de même pas allée jusqu'à tolérer qu'un État s'arroge le droit de décréter la vérité en matière d'histoire ainsi que le droit d'interdire à ses citoyens toute investigation, toute interrogation, toute contestation sur un point particulier de l'histoire des hommes. La meilleure preuve que la loi Fabius-Guessot est une mauvaise loi ne réside-t-elle pas dans le fait que son application donne lieu à une répression inefficace et sans fin? Les antirévisionnistes ne sont pas satisfaits. Ils voudraient encore et plus de lois pour essayer d'entraver le développement, qu'ils sentent inexorable, du révisionnisme historique. Les voici aujourd'hui qui, avec Charles Corman et Patrick Gaubert, réclament l'institution d'une loi encore plus draconienne permettant d'infliger aux révisionnistes une peine de 2 ans de prison, une amende de 500 000 francs et d'autres sanctions encore. Où croit-il aller ainsi? Le révisionnisme historique participe d'un mouvement naturel de l'esprit occidental. Ce mouvement nous porte, avec le temps qui passe, à revoir, à corriger, à réévaluer et à contester ce qui a d'abord été accepté pour vrai. Aussi ne voit-on pas comment les juges et les gendarmes, même aidés des ligues et des médias, pourraient mettre un terme à une évolution si naturelle.
La France doit en finir avec les horreurs de l'épuration, les mensonges de Nuremberg, le mépris du droit et l'esprit de guerre civile. Et, si elle doit préserver la mémoire, il faut que cette dernière, loin d'être sélective, devienne enfin la mémoire de tous. Annexe 1. Au fondement de la loi Fabius-Guessau, le procès de Nuremberg. En 1945, à Nuremberg, au terme d'un conflit des plus sanglants où, de part et d'autre, on s'était sauvagement combattu, les vainqueurs, délaissant l'appareil guerrier, revêtirent la robe du juge pour juger le vaincu. Qui accepterait d'être jugé par son vainqueur? Pour la moindre des violences, pour une gifle donnée ou recue, le gifleur acceptera-t-il d'être jugé par le giflé ou vice-versa? On ne peut être juge et partie. Or, en la circonstance, 4 vainqueurs tout-puissants s'instituèrent juges d'un vaincu terrassé et enchaîné. Les Américains, les Britanniques, les Soviétiques et les Français jugèrent les Allemands. Les juges n'étaient ni des Suisses, ni des Suédois, ni des neutres qui auraient pu avoir à juger tous les belligérants pour tous leurs crimes réels ou supposés. D'emblée, dès le lever du rideau sur la cérémonie ou la mascarade de Nuremberg, les Alliés étaient exonérés de toute accusation soit de crime contre la paix, soit de crime de guerre, soit de crime contre l'humanité. Par l'accord de Londres du 8 août 1945, il s'était forgé un statut qui allait leur permettre de se dispenser de la plupart des obligations auxquelles doit pourtant se soumettre le juge de la plus humble juridiction pour le plus commun des crimes ou des délits. Les juges de Nuremberg violèrent le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Ils usèrent à leur guise du principe de responsabilité collective. Ils jugèrent souverainement les accusés sans avoir à craindre d'être démentis en cause d'appel ou de cassation car il n'y avait ni appel ni cassation. Ils n'étaient pas jusqu'à la révision qui était impossible. Ils établirent leurs propres règles de procédure, article 13 du statut. Ils se dispensèrent des règles techniques relatives à l'administration des preuves et s'engagèrent à adopter autant que possible, une procédure rapide, et non formaliste admettant tout moyen qu'il estimerait, eux et eux seuls, avoir une valeur probante, article 19. Ils allèrent jusqu'à décréter, le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de fait de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis, article 21. Seraient de notoriété publique les faits que les juges allaient explicitement, et surtout implicitement, tenir pour tels. Le pis est que, sur le fondement du même article 21, ces juges allaient considérer comme preuves authentiques, les innombrables rapports officiels dressés par toutes les commissions établies dans les pays alliés, il y avait 19 pays alliés, pour enquêter sur les crimes reprochés aux accusés, ces accusés ne pouvant être que des citoyens des pays européens de l'Axe, article 6. N'importe quel rapport officiel, dû aussi bien à des cinéastes hollywoodiens spécialistes des films d'horreur qu'à des membres de la police politique soviétique, polonaise ou tchèque, ne pouvait ainsi être contesté par les avocats des accusés ou par les accusés eux-mêmes. N'importe quel récit fantastique, encore tout marqué des haines nées de la guerre contre l'Allemand, pouvait recevoir, au prix de quelques coups de tampon officiels, l'aval des juges de Nuremberg. Ces rapports devenaient paroles d'évangile. Le massacre de Katyn, par exemple, devenait un crime allemand, vérité d'office que nul accusé n'eut le droit de contester devant les juges. Aucune échelle de peine n'était prévue. Les juges pouvaient à leur guise prononcer l'acquittement, la peine de mort ou des peines de prison, sans avoir à invoquer tel ou tel article de loi. Les avocats de la défense protestèrent mollement puis se soumirent. Pour leur salaire, pour leur subsistance et pour celle de leur famille dans une Allemagne où régnait la famine, ainsi que pour leur possibilité de se documenter ou de rechercher et d'atteindre des témoins dans un pays totalement désorganisé et à la merci de ses vainqueurs, ces avocats entrèrent, pour la plupart, dans la voie d'une collaboration forcée, en particulier avec le tout-puissant ministère public américain. Ils allèrent jusqu'à accepter de soumettre leur plaidoirie à la censure préalable. Même la transcription des débats relevait, en dernière analyse, de l'autorité des juges qui avaient le droit, sans fournir d'explication, de rayer du procès-verbal les passages qu'ils voulaient effacer. Ils usèrent de ce droit pour oblitérer les passages où un accusé décrivait les abominables tortures physiques subies durant sa détention, cas de Julius Streicher.
La nécessité de sauver la face et de donner à ce procès les apparences de la justice obligea les juges américains et britanniques de Nuremberg à préserver certaines formes dont les juges soviétiques et français se seraient bien passés. Il reste que, si le procès de Nuremberg s'inspira d'une loi, ce fut surtout de celle du capitaine américain William Lynch auquel nous sommes redevables du terme de lynchage. Harlan Fiske Stone, président de la Cour suprême des États-Unis, l'avait bien vu qui, au sujet du procureur général américain Robert Jackson, déclarait : « Jackson est là-bas à Nuremberg qui conduit son escouade de lyncheurs premier choix. Je me moque de ce qu'il fait aux nazis, mais j'ai horreur de le voir, à ce qu'il prétend, administrer la justice et conduire un procès selon le droit coutumier. Il y a là une imposture un peu trop moralisatrice pour satisfaire aux idées d'un magistrat de la vieille école. Elphias Thomas Mason, Harlan Fiske Stone, PR of the Law, p. 716. Le même président de la Cour suprême avait écrit dans une lettre adressée à titre privé au directeur de la publication Fortune. La Cour suprême n'a rien eu à voir ni directement ni indirectement avec les procès de Nuremberg ou avec l'initiative gouvernementale qui les a autorisés. Il me déplaît profondément de voir ce travestissement et ce faux-semblant de légalité. Le mieux qu'on en puisse dire est qu'il s'agit là d'un acte politique des puissances victorieuses qui peut avoir sa justification morale, comme ce fut le cas pour la séquestration de Napoléon vers 1815. Mais, dans ces temps-là, les Alliés ne se croyaient pas tenus de se justifier et d'en appeler à des principes légaux qui n'existent pas. Ibid, p. 715. Avec la candeur ou le cynisme d'un Américain, le procureur général R. Jackson rappelait que le statut du tribunal envisage l'application d'une justice vengeresse, contemplates a justice of retribution, TMI, 8, p. 356, et il ajoutait, en tant que tribunal militaire, nous poursuivons l'effort de guerre des nations alliées, TMI, 19, p. 415. Une brochette de 8 compères coalisés prétendait former un tribunal militaire international. 3 mensonges en 3 mots. Ce groupe n'était pas international mais interallié. Il n'était pas militaire sauf pour ses 2 représentants en uniforme soviétique. 2. Enfin, il était moins un tribunal qu'une tribune s'il est vrai que, selon le propos de Kelsmeyer, alias Serge Fusté, qui fut substitut à Nuremberg, le procès de Nuremberg n'était pas un procès bien que, faute de mieux, il en eut l'apparence, la justice et le bourreau. Télérama, 1er janvier 1986, p. 37. Les 8 juges représentaient 4 empires, l'anglais, le français, l'américain et le soviétique, qui avaient à leur actif d'abominables tueries avant, pendant ou juste après la guerre, de gigantesques déportations, des camps de concentration, des massacres racistes et non racistes, des actes de pur terrorisme sur les civils, des règlements de comptes de guerres intestines, des épurations sanglantes, des fusillades systématiques, tant il est vrai que le vainqueur fut celui qui était parvenu à tuer, proportionnellement, le plus d'hommes, de femmes et d'enfants. L'accord de Londres instituant ce tribunal porte la date du 8 août 1945. 2 jours plus tôt, les Américains avaient annihilé Hiroshima, 3, et, un jour plus tard, ils allaient vitrifier Nagasaki. Le jour même du 8 août 1945, l'Union soviétique se rendait coupable d'une guerre d'agression caractérisée, une de plus, cette fois-ci, c'était contre un Japon exsangue. À l'heure même du procès de Nuremberg se déroulait la plus gigantesque et peut-être la plus cruelle déportation de tous les temps, celle de millions de citoyens d'origine allemande parfois établis depuis des siècles dans les pays baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie et d'autres pays de l'Est européen. À travers toute l'Europe, des millions d'hommes étaient soit abattus sommairement, soit jugés de manière expéditive, soit emprisonnés et dépouillés de tout. L'Allemagne, amputée d'un tiers, coupée en 2 et divisée en 4 zones d'occupation était, par ses vainqueurs, mise en coupe réglée. Jamais les prisons européennes ne furent pleines comme au temps de la Libération. Jamais peut-être le pillage n'atteignit de telles proportions. Du point de vue historique, le bilan de cette parodie de justice s'est révélé désastreux. À force de tenir les faits pour établis, c'est-à-dire, en clair, à force de ne pas les prouver, les juges de Nuremberg récurent pour vrai une foule d'impostures des plus grossières.
Aujourd'hui on tend à oublier que la plus lourde accusation portée à Nuremberg contre l'Allemagne d'Hitler était d'avoir voulu préparer et déclencher la Seconde Guerre mondiale, accusation gratuite aisément détruite par l'ouvrage retentissant de l'historien anglais A.J.P. Taylor, Les origines de la Seconde Guerre mondiale, Presse de la Cité, 1961, accusation, au demeurant, que nul historien ne soutient plus aujourd'hui. Pour formuler cette accusation, les juges de Nuremberg s'étaient principalement fondés sur un document et un témoignage. Le document, le procès-verbal Ausbach, et le témoignage, Hitler m'a dit, d'Hermann Röschning, n'avaient pas la moindre valeur d'authenticité, voix. Dankwar Kluge, Das Ausbach, Protocole, dieser Störingen Legende, Drüffel Verleg, 1980, et Wolfgang Annel, Hermann Röschning, Gesprach mit Hitler en Geschichtsfälschung, publication de l'Institut de recherches historiques d'Ingolstadt, volume 7, 1984. Les prétendus essais de fabrication de savon faits à partir de la graisse humaine allaient se révéler une imposture et les abat-jours prétendument en peau humaine se révéleraient un jour avoir été confectionnés en peau de chèvre. Pour en venir au crime majeur, celui de la chambre à gaz homicide, les juges de Nuremberg avaient accordé valeur de preuve authentique à un film tourné et monté par des cinéastes d'Hollywood. Dans ce film sur les atrocités nazies se voyait la chambre à gaz de Dachau, avec de brèves explications sur la manière dont on y asphyxiait les détenus. Mais, 14 ans plus tard, le 19 août 1960, dans l'hebdomadaire Die Zeit, paraissait une lettre de Martin Brosa, membre de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, qui révélait qu'il n'y avait jamais eu de Gesiges à Dachau non plus qu'en d'autres camps de la même catégorie. Aujourd'hui, le visiteur de la chambre à gaz de Dachau peut lire sur un panneau, amovible, l'inscription suivante, chambre à gaz, chambre de douche camouflée, ne fut jamais utilisée. Pour les juges de Nuremberg, la version première de Treblinka était qu'on y tuait les Juifs dans des chambres à vapeur, document PS 3311 ayant valeur de preuve authentique, mais la version seconde était que ces mêmes Juifs étaient morts à Treblinka dans des chambres à gaz. Avec quel gaz? Mystère. Dans le jugement de Nuremberg, mention, quasi évanescente, des chambres à gaz est faite, en passant, aux seules pages 247 et 264 à 265 du premier volume, aucune véritable précision, aucune description, rien sur la technique ou le fonctionnement de l'arme du crime, qui n'a jamais été expertisée, la nature du gaz n'est pas même spécifiée, sur le Struthof, voie, ci-dessus, p23. Les juges s'en rapportèrent à l'aveu de Rudolf ESS, l'un des 3 commandants successifs du camp d'Auschwitz et le seul à avoir avoué. Or, ESS avait avoué sous la torture. Ces tortionnaires finirent par s'en vanter en 1983, Rupert Butler, Legions of Death, Londres, Remlin Paperbach, 1983, en particulier p. 234 à 238. Ni Raoul Reilberg, ni Jean-Claude Pressac, ni Christopher Browning n'accordent plus de véritable crédit à cette confession. Ce dernier vient de déclarer « ESS a toujours été un témoin très faible et confus ». C'est pour cette raison que les révisionnistes l'utilisent tout le temps afin d'essayer de discréditer la mémoire d'Auschwitz dans son ensemble. Christopher Hitchens, Ruse History is It, Vanity Fair, décembre 1993, p. 117. L'instruction proprement dite du procès de Nuremberg dura environ 60 jours ouvrables, la charte fondant le tribunal date du 8 août 1945 et l'audience d'ouverture du tribunal s'est tenue à Berlin le 18 octobre de la même année sous la présidence du général Nikitchenko, 60 jours pour étudier 13 années d'histoire, 1933 à 1945. Pour ce qui est des chambres à gaz et des gazés, les juges se dispensèrent de toute descente de justice sur les lieux du crime, de toute expertise de l'arme du crime, de tout rapport d'autopsie qui aurait établi une mort par gaz poison. Ils ne produisirent aucune preuve de l'intention criminelle, ordre, plan, instruction. Les rares témoins qui parlèrent de Gesicht ne furent pas contre-interrogés sur la matérialité même des chambres à gaz ou des Gesigeuses. Par ailleurs, pour ne prendre qu'un exemple, le témoignage de Marie-Paul Vaillant-Couturier, TMI, 6,
p. 227 à 257, sur Auschwitz sonnait si faux qu'Edgar Faure, procureur général adjoint, en fit plus tard la remarque, Mémoire de, Plomb, 1984, p. 36. Parmi les nombreux faux témoignages qui ont trouvé crédit auprès des juges de Nuremberg figure celui d'Hermann Grab, certains historiens le reprennent complaisamment dans leurs ouvrages. Les deux déclarations sous serment rédigées le 10 novembre 1945 et signées par ce témoin sur les prétendus assassinats de Juifs à Roanoke les entre 13 et 14 juillet 1942 et les prétendus assassinats massifs de Juifs à Dubno le 5 octobre 1942 sont l'œuvre d'un mythomane. Le 2 janvier 1946, le procureur américain Story admettait candidement que cet H-Grab était actuellement employé à Francfort par le gouvernement américain, TMI, 4, p. 260. Il est scandaleux que l'homme n'ait pas été convoqué devant le tribunal de Nuremberg pour y témoigner. Il devait par la suite gagner son existence à jouer le témoin professionnel dans une centaine de procès, jusqu'au jour où, recherché par la justice allemande pour escroquerie, il s'enfuit à jamais pour les États-Unis et y poursuivit jusqu'à sa mort sa carrière de mythomane. Der Spiegel, 29 décembre 1965, p. 25 à 28. Les juges d'aujourd'hui s'imaginent que leurs collègues de Nuremberg s'étaient au moins souciés d'obtenir une représentation physique de l'arme spécifique d'un crime spécifique et sans précédent. Ils se sont trouvés déconcertés lorsqu'un justiciable leur a lancé « Je suis prêt à croire à ces chambres fonctionnant, paraît-il, au gaz cyanhydrique mais montrez-moi une sous la forme d'une photographie, d'un dessin ou d'une maquette. » Ou bien oser me dire que ce qu'on montre aux visiteurs d'Auschwitz est une authentique chambre à gaz. Les juges ne peuvent pas relever ce défi. Ils exigent du justiciable qu'il croie en une réalité mystique, dépourvue de toute représentation physique, y compris dans les ouvrages des historiens antirévisionnistes. Et c'est notamment en cela que les procès des révisionnistes sont si proches des procès de sorcellerie où la représentation du diable et de ses instruments était soit inexistante soit fantasmagorique. Pour l'existence des chambres à gaz, les juges de Nuremberg firent état d'un aveu de ESS, pour le chiffre de 3 millions de morts à Auschwitz de 1940 au 1er décembre 1943, ils se fondèrent sur un avis du même ESS, pour le chiffre de 4 millions de morts dans le même camp d'Auschwitz de 1940 au 18 janvier 1945, ils s'appuyèrent sur une estimation soviétique, et, pour le total de 6 millions de Juifs exterminés par les Allemands, ils s'en rapportèrent à une estimation qu'ils osèrent attribuer à Eichmann. Malheureusement pour les juges de Nuremberg, on sait aujourd'hui de sources sûres que l'aveu de ESS lui avait été extorqué, vois, ci-dessus, p. 103. Le total des morts d'Auschwitz est évalué par Jean-Claude Pressac, disciple de Serge Klarsfeld, à un chiffre compris entre 630 000 et 710 000, vois, ci-dessus, p. 65 à 66, et il ne fait guère de doute que cette réduction sera suivie d'autres réductions. L'estimation d'Eichmann est une invention de W.E. Tekle, vois, ci-dessus, p. 20. Quant au chiffre de 6 millions, les historiens ne le tiennent plus, depuis 1979, que pour symbolique. Les juges de Nuremberg ont aussi accumulé les mensonges par omission. S'improvisant historiens, ils ont voulu retracer l'histoire de la guerre. Ils ont soigneusement omis de mentionner le pacte germano-soviétique ainsi que les agressions successives, entre novembre 1939 et juin 1940, de l'Union des républiques socialistes soviétiques contre la Finlande, les pays baltes et la Roumanie, avec l'exclusion de l'Union des républiques socialistes soviétiques de la SDN. Ils ont tenu pour crime contre la paix la pénétration des troupes allemandes en Norvège ou en Belgique sans noter que les Français et les Britanniques en avaient fait autant de leur côté. Il est vrai que l'argument tu coquet était formellement interdit aux accusés. 4. Les juges de Nuremberg défendaient qu'on fit mention des innombrables crimes qu'on aurait pu reprocher aux vainqueurs. On ne décèle aucune allusion au camp de concentration soviétique, au camp de concentration américain ou canadien pour les citoyens américains ou canadiens d'origine japonaise et leurs familles, aux expériences médicales sur des êtres humains, aux préparatifs de la guerre bactériologique. 5. Aux pratiques de castration, d'eugénisme ou d'euthanasie aux États-Unis.
Des 22 accusés passés en jugement, 3 seulement seront acquittés, ces 3-là seront arrêtés par la nouvelle police allemande, jugés et condamnés à leur tour. 12 condamnations à mort furent prononcées dont une in absentia, un condamné se suicida et 10 furent pendus. La pendaison, au lieu de la fusillade, l'incinération et la dispersion des cendres constituaient, une fois acquise la cessation des hostilités, des sanctions supplémentaires arbitrairement décidées. Le cas de Julius Streicher, éditeur du Stürme, fut remarquable, comme il n'avait exercé aucune responsabilité politique ni aucune activité de guerre, on reprocha à ce journaliste des écrits et des caricatures antisémites, qui étaient d'ailleurs en conformité avec les lois de son pays. J. Streicher fut pendu pour délit d'opinion. En 1992, soit 46 ans après cette pendaison, Telford Taylor, qui avait été le bras droit du procureur R. Jackson, en exprimait encore sa surprise, voix. Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trial, a Personal Memoir, New York, A. Knopf, 1992, p. 150, 378, 545, 562, 590, 598 à 599, 609 à 610, 631, Der Stürme n'était pas une agence gouvernementale, c'était un journal, propriété privée de Julius Streicher et rédigé par lui. Les griefs formulés contre lui dans l'acte d'accusation l'avaient été contre le propriétaire d'un journal privé et un journaliste pour le punir d'avoir publié des déclarations en lesquelles il croyait, p. 378. Peut-être Streicher avait-il signé sa perte en déclarant à 2 reprises au procès de Nuremberg que les formidables massacres de Juifs imputés à l'Allemagne représentaient une impossibilité technique, TAMI, 12, p. 328, 381. Rudolf Hess, qui avait risqué sa vie pour offrir la paix à la Grande-Bretagne, fut condamné à la détention perpétuelle pour avoir voulu et préparé la guerre. Après 46 ans de prison, dont, pour commencer, 4 ans en Angleterre, il fut retrouvé pendu dans la prison de Berlin-Spandau le 17 août 1987. Il avait 93 ans. On ne sait s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat. Ces 20 dernières années s'étaient passées dans un confinement total. Le régime qui fut infligé à cet homme ému jusqu'à ses gardiens. Les organisations juives participèrent activement à la préparation et au déroulement du procès de Nuremberg au titre des Amici Curie, amis de la cour, et de nombreux collaborateurs du ministère public américain étaient des rémigrants, émigrés d'Allemagne, revenus en Allemagne aux côtés des Alliés. Le rôle et l'influence de la presse furent considérables. Il convient à ce propos de citer une déclaration du président du tribunal, le Britannique Lawrence, lors de la première audience préliminaire. J'en souligne les mots qui prouvent que, contrairement à la déontologie des juges britanniques, Lawrence prenait en considération les opinions de la presse. J'en souligne également les mots qui illustrent l'hypocrisie du personnage en même temps que ses aveux. De hautes considérations politiques se mêlaient aux soucis de la justice. Une nouvelle loi pénale venait d'être créée pour la circonstance. Enfin, on allait user de cette loi avec effet rétroactif. La presse étrangère qui, ces dernières semaines et ces derniers jours, s'est intéressée à plusieurs reprises aux principes juridiques du statut, fait ressortir presque unanimement que l'on n'a pas le droit, en procédure criminelle, de s'écarter des usages et des règles d'une procédure de fair play telle qu'elle est entendue dans les pays civilisés, mais elle ne s'oppose pas, en droit pénal, à une dérogation aux principes jusque-là reconnus, car la justice est de haute considération. Politique réclame la création d'un nouveau code pénal international, avec effet rétroactif, afin de pouvoir punir les criminels de guerre, TAMI, 2, p. 9. La cause du tribunal militaire international est à ce point indéfendable que, dans un jugement en date du 18 avril 1991 rendu contre le professeur Forisson et le choc du mois, les juges de la XVIE chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, sans doute ébranlés par la démonstration du professeur, étaient amenés à prononcer. Des critiques peuvent, à juste titre, être développées concernant l'organisation, la structure et le fonctionnement du tribunal militaire international de Nuremberg, tant sur le plan juridique qu'historique ou philosophique.
Il est à noter que cette appréciation, qui tombait sous le coup de la loi Fabius-Guesso, ne s'accompagnait d'aucune restriction. Les juges condamnaient le professeur pour avoir contesté un point et un seul du jugement d'un tribunal militaire international contre lequel, pour leur part, ils formulaient toutes les critiques possibles et imaginables. Ce n'est pas devant les tribunaux que l'histoire peut trouver ses juges. Les magistrats qui négligent cet adage s'exposent à de cuisantes mésaventures. Le 14 février 1990, les juges de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, Robert Daillotte, Gérard Pluyette, Yves Breillat, se risquaient à vouloir infliger une leçon d'histoire au professeur Forisson en invoquant, non sans le dénaturer, le procès-verbal de Wannsee. Las. Ils ignoraient que, depuis 1984, le dit procès-verbal avait été, par les historiens antirévisionnistes eux-mêmes, relégué aux oubliettes de l'histoire. 2 ans après le jugement du 14 février 1990, Yehuda Bauer, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, portait le coup de grâce à la légende selon laquelle à Wannsee l'extermination des Juifs avait été décidée, histoire inepte, Silly Story, pronom Caïl, Canadian Jewish News, 30 janvier 1992. Le procès de Nuremberg et les sous-procès américains du même type laissent une tache indélébile sur la prétendue justice internationale. À telle enseigne que ce procès n'a pas eu de postérité malgré bien des tentatives pour lui en donner une, en particulier à l'occasion des guerres de Corée ou du Vietnam. Les conflits que connaît l'ex-Yougoslavie ont fait renaître l'idée d'un tel procès, mais combien est significative la manière dont en parle Boutros Boutros-Ghali, président de l'ONU, lequel déclarait l'an dernier « Il ne s'agit donc pas comme à Nuremberg d'appliquer rétroactivement un droit à des ennemis vaincus, juger les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie, Le Monde, 18 novembre 1993, p. 5. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique, on prête le mot à Georges Clemenceau. L'humoriste George Forrest, quant à lui, avocat loin la cour, aurait pu, s'il l'avait connu, dire de la justice du tribunal militaire international de Nuremberg qu'elle était à la justice ce que la musique du roi Makoko était à la musique symphonique. 6. Maurice Bardèche en faisait la remarque, le procès de Nuremberg a tout de la justice de potentat africain où, réunis au son du tam-tam, le meilleur des médias, quelques grands sorciers décident de la meilleure façon d'accommoder les vaincus. Note 1. Le texte anglais, qui seul faisait foi, portait « expeditious », qui veut dire « expéditive », traduction d'ailleurs tenue en d'autres currencies, voix. Théami, I. p. 161 ainsi que le passage où le procureur Rudenko rappelle qu'il faut une procédure expéditive, je souligne, messieurs, expéditive, Théami, 3, p. 551. 2. Le premier juge soviétique n'était autre que le général Nikitchenko qui avait, en 1936, jugé et condamné, sur l'ordre du camarade Staline, les camarades Kamenev, Zinoviev et leurs amis. Qu'est-ce qu'un contre-interrogatoire ? Avait-il demandé à ses compères occidentaux de Nuremberg. Le trop fameux Rudenko dirigeait le ministère public soviétique. 3. Hitler était hostile à la fabrication de la bombe atomique, jugeant qu'elle sonnerait le glas de la civilisation, voix. Otto Skorzeny, La guerre inconnue, édition. Albin Michel, 1975, 442 p. 4. Avec une exception, cependant, que les juges ont été contraints d'admettre lorsque l'avocat de l'amiral Dönitz a pu faire état d'une lettre de l'amiral américain Nimitz montrant que les crimes qu'on reprochait à son client dans la conduite de la guerre auraient tout aussi bien pu être reprochés à la marine américaine. Dès lors, ces crimes n'étaient plus criminels. 5. Comme pour la bombe atomique, Hitler s'était résolument opposé à tout préparatif de guerre bactériologique, une telle guerre lui paraissait immonde. 6. Makoko, souverain anthropophage, mais constitutionnel, de l'Afrique centrale in pseudo-sonnet africain et gastronomique ou, plus simplement, repas de famille, George Forrest, La négresse blonde, 1909.